Je m'appelle Thomas Blard, je suis journaliste économique et financier. Si vous captez LCI, vous pouvez me voir, je m'occupe de la bourse tous les soirs. Par ailleurs, je suis entrepreneur, j'ai créé une web TV qui s'appelle Décideur TV, qui s'intéresse à toutes les questions économiques, financières, business au sens large. Et si vous avez l'occasion aussi, décideurtv.com sur Internet, vous le trouvez facilement sur Google. Je suis très heureux d'être là, en tout cas avec vous ce soir, parce que c'est un exercice intéressant. On va ensemble en une heure interactive, vous aurez l'occasion de poser vos questions. On va soulever le couvercle d'un mandat de gestion pour essayer de comprendre comment est investi Action Vérité, c'est son nom. On va revenir sur ce beau nom. Et comprendre cette mécanique. C'est vrai que c'est toujours un peu obscur, toujours un peu compliqué parfois. On va essayer d'être le plus transparent possible, de comprendre comment ça fonctionne avec bienprévoir.fr. On va commencer donc tout de suite cette soirée par présenter en effet nos hôtes, bienprévoir.fr. Vincent, un petit mot sur bienprévoir.fr, peut-être l'historique en quelques mots. Oui, alors la plupart d'entre vous connaissent bienprévoir.fr. On est dans le paysage depuis 2008. Mais avant de commencer en fait par vous dire qui nous sommes, j'ai eu la petite idée de faire l'inverse en fait, de vous dire qui nous ne sommes pas. Et donc vous allez m'aider. J'espère que ça va vous plaire, mais en tout cas, je pense que ceux qui nous connaissent vont s'y retrouver. Donc en fait, nous ne sommes pas une société avec un plateau et des plateaux téléphoniques inhumains avec une flopée d'interlocuteurs qui sont au téléphone et qui répondent à vos questions. Vous savez tous ceux qui ont communiqué avec nos conseillers, vous connaissez leur proximité, vous savez qu'ils sont disponibles, mais en même temps, on n'est pas dans une logique inhumaine et avec une flopée de... Elles sont jolies quand même. Oui, mais bon, ça c'est de la publicité. On aurait pu faire une publicité, mais ce n'est pas ce que nous sommes. Ce que nous ne sommes pas non plus, c'est ça. En fait, on n'a pas d'équipe de conseillers désorganisés. Ils ont tous les outils qu'il faut pour travailler correctement, les outils modernes. Depuis que nous avons lancé en 2008 bienprévoir.fr, on a mis en place un certain nombre de structures, de technologies qui nous permettent de faire de la gestion de patrimoine aujourd'hui avec les moyens ultra modernes qui sont à notre disposition et qui rendent d'une certaine manière le métier beaucoup plus efficace pour le bien de vos portefeuilles. Non, c'est encore moins ça. Je pense que c'est un peu la même idée, mais vous comprenez que ça ne nous ressemble pas. Nous ne sommes pas non plus dans notre bulle, puisque vous avez peut-être tous eu des relations avec des banques privées ou avec des banquiers qui sont un petit peu dans leur bulle, qui ne sortent pas de leur bureau d'une certaine manière, qui n'ont pas un contact avec la réalité de la vie économique. Chez bienprévoir.fr, ce qu'on essaie de faire, c'est en permanence que nos conseillers soient connectés à l'actualité économique. Il y a des points hebdomadaires qui sont réalisés pour justement avoir une connexion la plus efficace possible avec la réalité économique. Donc on n'est pas dans notre bulle. Voilà. Et puis, nous ne sommes pas le banquier à l'ancienne. Aujourd'hui, sur la place, c'est vrai que nos concurrents sont les banques, on peut le dire, mais on a décidé de faire un métier de façon beaucoup plus dynamique, beaucoup plus jeune, en se mettant en question en permanence, en allant chercher des nouveaux produits et en se concentrant surtout, vous allez voir, sur les placements financiers. Mais vous savez également qu'on n'est pas un acteur low cost. Ça, c'est le genre de publicité que vous voyez régulièrement sur Internet ou à la télé. On vous propose des ordres de bourse à prix cassé. Ce n'est pas notre logique. On n'est pas un courtier en ligne et on ne se bat pas sur le prix en réalité, même si chez nous, on est dans une logique de prix plutôt en ligne avec ce qui se passe dans le monde Internet. Mais en réalité, on va faire notre différence sur les produits et les placements financiers qu'on va vous proposer que vous ne trouveriez pas ailleurs. Ajoutez à cela la dimension du conseil. Mais surtout, ce qu'on n'est pas, c'est ça. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est un petit film. Je crouse sous les factures de téléphone mobile. Papa, au Crédit Mutuel, tu pourrais... Tu vas pas recommencer avec la banque. Dis-lui Totobi parce que moi j'y arrive plus. Non mais c'est vrai, on dirait que tu veux pas comprendre Hervé. Si tu prenais le nouveau forfait du Crédit Mutuel, tu paierais moins cher. Tu vas pas t'y mettre aussi, là, pas toi. Ah. Il comprend rien. 15,99 € par mois. Le nouveau forfait mobile pour les clients du Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients. Ça change tout. Bon, j'espère qu'il n'y a personne du Crédit Mutuel dans la salle. On a pris la liberté
C'est la réalité. Oui, je pense que tout le monde la connaît ici. En fait, ce que je voulais mettre en avant, c'est le fait qu'on a décidé de se concentrer sur les produits financiers. Notre cœur de métier, c'est ça. On préfère laisser à d'autres banques le soin de vendre des téléphones portables, des forfaits téléphoniques. Et on pense qu'en fait, c'est le vrai sujet aujourd'hui. Pour être efficace dans notre métier, il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Donc là, vous avez compris ce que nous ne sommes pas. Et puis finalement, qui sommes-nous réellement ? Donc le but, en fait, c'est exprimé un petit peu de façon pompeuse ici, sous une phrase un peu longue. Mais l'idée, c'est de dire qu'on vous propose des placements financiers accompagnés par un conseiller. Mais surtout, on essaie de le faire pour que vous gagniez du temps dans votre vie quotidienne et pour faire en sorte que cette vie soit améliorée, qu'elle soit la plus agréable possible, parce que notre enjeu, c'est de vous délivrer de la performance. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui nous motive tous les jours. Voilà, Vincent, pourquoi est-ce qu'on organise cette soirée ? Pourquoi on se retrouve ce soir ici ? C'était quoi l'idée de se retrouver ensemble ? C'est un peu notre ADN. Notre ADN, c'est de dire, voilà, on est des spécialistes des placements financiers, mais on va surtout vous aider à comprendre ce qu'on fait. Et vous allez pouvoir participer, soulever le couvercle, comme tu le disais. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez participer même aux décisions. On pense que la meilleure manière d'investir dans un produit, c'est de comprendre ce qu'on fait. Donc, beaucoup de gens disent qu'ils le font, mais nous, on le fait en vous invitant à un moment qui est un moment important en termes de gestion même de l'entreprise et des produits que nous diffusons, puisque vous êtes présent à un moment où on produit, où vous rentrez dans l'usine, alors que derrière, c'est un produit que vous allez pouvoir, sur lequel vous avez peut-être déjà investi, vous allez pouvoir investir, mais vous aurez eu l'occasion de voir comment ça fonctionne de l'intérieur. C'est ça notre ADN. On va parler du mandat maintenant. Tout à fait. Donc, je laisse le soin Jonathan. à Jonathan de continuer sur le mandat. Alors, Jonathan, première question. Déjà, pourquoi ce nom Action Vérité ? Comment c'est né ça ? Justement, en fait, vous connaissez tous le jeu Action Vérité. Eh bien, la Je sais grande pas, vous connaissez caractéristique- tous le jeu ou pas ? Non, tu vois, tout le monde ne connaît pas. C'est un jeu auquel on joue quand on est assez jeune. Je te laisse expliquer. Non, on pose des questions et puis on choisit Action ou Vérité. Et ensuite, on doit soit répondre à la question, c'est la vérité, soit agir, c'est action. C'est souvent des questions assez personnelles et bon, quand on est enfant, on hésite à répondre à ça. Et pourquoi ce nom-là ? Justement parce que c'est le principe de la transparence. En fait, ce jeu, en fait, c'est justement le principe de la transparence. Et si on est là, c'est justement pour montrer que le mandat est extrêmement transparent. Alors, c'est quoi ce mandat ? Donc le mandat, d'abord peut-être, qu'est-ce qu'un mandat de gestion ? Ouais, de façon générale, avant de De rentrer façon dans le sujet. générale, un mandat de gestion, c'est lorsque vous confiez une somme d'argent à quelqu'un ou à une société, un professionnel qui va gérer cet argent pour vous, en fait. Donc il va faire des choix d'investissement pour votre compte. Ensuite, il va éventuellement procéder à des arbitrages s'il semble pour lui que c'est nécessaire, toujours pour votre compte. Alors, celui-ci en particulier, le cahier des charges qui a été défini. Donc là, le cahier des charges, tout d'abord, c'est un mandat qui peut être investi sur toutes les zones géographiques, sur toutes les classes d'actifs. C'est ce qu'on appelle un mandat tout-terrain. Très large, Très comme très spectre. large. C'est la grande particularité en fait de ce Et pourquoi mandat. avoir décidé de faire un mandat justement si large plutôt que de se concentrer peut-être sur les actions européennes, pour prendre cet exemple ? Parce que, alors justement, en ce moment, nous sommes surexposés sur les marchés actions européennes, et certainement que Shagir va nous expliquer pourquoi et s'il maintient cette position. Mais peut-être que demain, Shagir nous dira que les actions européennes, c'est plus ce qu'il y a de plus pertinent. Peut-être qu'il voudra aller sur les actions des pays émergents. Aujourd'hui, on n'y est pas trop. Mais peut-être que de nouveau, dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, j'en sais rien, à un moment donné, on voudra de nouveau investir sur cette zone-là. On ne veut pas se fermer des portes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi une enveloppe qui se situe dans un cadre, dans un contexte, dans une enveloppe elle-même d'assurance vie. Oui, c'est le grand avantage en fait du mandat parce que fiscalement en fait on bénéficie de l'enveloppe fiscale de l'assurance vie. C'est plus intéressant que de l'avoir dans un compte titre aujourd'hui. Et que c'est investi à travers des fonds, c'est-à-dire que c'est pas Shagir en l'occurrence qui gère cet argent au quotidien, lui il fait les grands arbitrages, l'allocation d'actifs comme on dit, mais après ce sont des fonds encore qui vont être spécialisés peut-être sur le Japon, peut-être sur l'Amérique latine, etc. Exactement, donc Shagir va déterminer la liste des fonds. Aujourd'hui il y a 15 fonds. Il va déterminer chaque fonds dans lesquels les clients seront directement investis. En fait, ce n'est pas un fonds de fonds. Les clients sont investis directement sur les fonds sélectionnés. On en reparlera après, mais pas qu'action, il peut y avoir aussi autre chose. Il peut y avoir des obligations s'il semble que c'est intéressant.
Aujourd'hui, on l'est peut-être un petit peu moins, mais on peut être sur toute classe d'actifs, encore une fois. Et alors on parle déjà de Shagir. Pourquoi vous avez choisi Shagir et sa société As Gestion? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, As Gestion a une particularité dans sa gestion, c'est qu'ils ont d'abord une approche macroéconomique. Ils ont d'abord une analyse macroéconomique, et de cette analyse macroéconomique découlent les choix d'OPCVM, les classes d'actifs qu'on sélectionne, et ensuite les zones géographiques. Et on pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, en fait, c'est la macroéconomie qui drive le monde, en fait, le monde des marchés financiers en tout cas. Donc on pense qu'ils sont sur la bonne approche aujourd'hui. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait 3 ans. 3 ans. Et en termes de performance, de chiffres, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, si on regarde les performances, donc là vous avez les performances sur les dernières années, 2012, 2013. Depuis un an, on était à 8,60, donc ça c'est la performance arrêtée au 30 mai. Depuis, la BCE a parlé et les marchés ont pas mal monté, et la performance a même un petit peu monté puisqu'on était à 12,30 en fait vendredi dernier, le 6 juin, sur l'année 2014. La volatilité, un petit mot, parce que ça c'est important en fait pour notre gestion et pour le mandat. La volatilité, ça caractérise le risque que l'on prend. Plus la volatilité est élevée, plus le risque est élevé. Nous, on cherche toujours à avoir une volatilité contrainte qui soit inférieure en fait à notre benchmark, à notre indice de référence. Ça, c'est important en fait. On veut faire gagner de l'argent, mais sans prendre plus de risques que les marchés, que l'indice de référence. Est-ce qu'on a tout dit là? Je crois qu'on a tout dit sur le mandat. On va pouvoir passer la justement parole, rentrer passer dans la le feu parole de l'action à justement. Shagir, Ouais. et on va pouvoir donc le challenger sur les choix qu'il a fait, les tops et les flops. Alors c'est exactement l'idée de cette soirée, c'est-à-dire qu'on va faire un petit tour de la planète, puisque vous l'avez compris, c'est un fonds qui est tout-terrain, comme le rappelait Jonathan, et on va écouter un peu comment Shagir perçoit cette situation financière mondiale, et après quels arbitrages il fait, mais on pourra le challenger. Moi je vais lui poser des questions lors de sa présentation, mais vous pourrez aussi lui poser des questions sur ses analyses, essayer de, si c'est pas clair ou si vous avez un avis contraire, ce sera l'occasion d'en parler, et c'est toute l'idée de cette soirée interactive. Alors Shagir, on commence tout de suite. C'est quoi votre approche? Oui, alors bonsoir à vous tous. L'idée c'est de commencer un petit peu par un point de vue sur les marchés financiers, et dans un deuxième temps on regardera un petit peu la partie économie, je dirais par zone géographique. Donc sur cette slide vous voyez un peu les performances depuis le début de l'année, elles sont remarquables. Quand on regarde ça côté français avec le marasme économique que nous avons aujourd'hui, on voit ici les performances des différents indices. Regardez le CAC 40, on est à 6,60 de performance au 9 juin. L'indice européen, 6%, les indices américains, 5%. Et même les indices émergents qui avaient plutôt mal commencé l'année, je ne sais pas si vous aviez suivi ça, ils ont bien remonté depuis 2 mois environ, et ils sont positifs aujourd'hui. Alors toujours nos amis japonais qui sont tout à fait, alors, moins en forme. Voilà, mais n'oublions pas que l'année dernière, le Nikkei avait monté très fortement, c'était autour de 45%, donc effectivement cette année c'est une grande déception. Et puis côté matières premières, c'est également un peu une année relativement flat cette année, en particulier vous voyez bien l'or qui, je ne l'ai pas mis là, mais l'or n'a pas beaucoup, il a monté de 4%, voilà, c'est pas extraordinaire, depuis quelque temps il est plutôt stagnant. Alors, donc ça, ce sont des grands indicateurs. Voilà. Alors nous, ce qu'on Le regarde, VIX, c'est maintenant. un indice qui s'appelle le VIX. Pourquoi? Parce que ça indique un peu l'appétit au risque sur le marché. Si vous voulez, quand l'indice VIX est très bas, ça veut dire que les gens, les investisseurs ont envie de prendre du risque. Et pour nous, c'est un élément important pour la construction du portefeuille, parce qu'on sait qu'on est entre guillemets supporté par l'ensemble des investisseurs. Ça mesure la volatilité en fait, c'est ça, c'est Voilà, les tout grands à fait. écarts qui se passent, et c'est pour ça qu'on a eu des pics impressionnants, notamment en 2008 au moment de la faillite de Lehman Brothers, c'est l'autre. Exactement. Alors l'indice iTraxx, c'est un peu la même chose, si vous voulez, mais au niveau des taux, ça mesure les écarts de spread, de taux d'intérêt entre une obligation d'État de 5 ans et une obligation privée. Là aussi, si vous voulez, quand l'écart de taux baisse, ça veut dire que le rendement est de moins en moins élevé, et la rémunération du risque est de moins en moins élevée également.
Donc ça aussi, ça montre une certaine euphorie actuellement du marché. On sait très bien qu'avec les taux qui sont très bas, les placements sans risque qui ne rapportent quasiment plus rien, la majorité des investisseurs cherchent du rendement aujourd'hui. Ce que ça veut dire, c'est donc qu'il faut le lire à l'envers. C'est pas parce que ça descend que c'est pas bon signe pour vous. Voilà, tout à fait. C'est exactement l'inverse. Donc ça descend, ça veut dire qu'en réalité, les obligations derrière ce taux montent. Et ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où se réfugier. En effet, si on veut du rendement, si on veut un peu de performance, il faut aller les chercher de façon plus risquée. Plus risquée, sur les actions. Et c'est ce qui rend aujourd'hui les obligations, je dirais, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les obligations doivent être vues à travers un prisme plus prudent, je dirais. Probablement aussi, c'est ce qui fait qu'il y a un renforcement, je dirais, un intérêt aujourd'hui sur les actions. Vous avez beaucoup d'actions aujourd'hui dont le rendement est supérieur aux obligations. Pourtant, il y en a beaucoup sur le marché. On sait que les taux d'intérêt sur, par exemple, les obligations d'État, notamment françaises, sont à un niveau historiquement bas. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a encore des gens qui vont investir sur ces produits ? Alors, c'est essentiellement, majoritairement des institutionnels à qui on impose des règles et on les oblige à acheter des obligations d'État pour des questions de bilan. Mais en réalité, la rémunération aujourd'hui sur ces obligations d'État, pour l'État français, on est à 1,7 sur 10 ans, ne rémunère pas le risque. On est bien d'accord. Donc il y a vraiment pour un particulier, je dirais, un danger aujourd'hui à acheter ces niveaux de taux en général dans toute la zone euro. Il y a aussi un effet déflationniste. Avec une inflation très basse, finalement, il reste un petit delta quand même. Oui, alors ça explique un peu, partout dans le monde, les taux des emprunts d'État ont baissé. Pas seulement dans la zone euro, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Donc effectivement, l'explication majeure, je dirais, depuis le début de l'année, la vraie explication, effectivement, c'est également la baisse de l'inflation que nous avons eue, qui fait qu'aujourd'hui, les taux ont baissé, mais la rémunération en termes réels, c'est-à-dire déduite de l'inflation, reste plutôt positive. Alors on avance, parce qu'il y a beaucoup de slides à voir. Alors rapidement, donc ici vous avez les obligations d'État dans les différentes zones. Vous voyez que partout ça a baissé. Après le mouvement de hausse qu'on a eu aux États-Unis, on est passé de 1,6 à 2,7. Donc depuis, on est plutôt stagnant. Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est la forte baisse des taux allemands. On est passé de environ 2% à 1,38 actuellement. La France, excusez-moi, on a oublié la courbe, mais on est à 1,68. Donc vous voyez, la prime, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne est très réduit aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pensait, compte tenu de la situation spécifique de la France, on aurait pu imaginer un écart beaucoup plus important. Ce n'est pas du tout le cas. Alors c'est vrai que c'est un mystère. Je ne vous cache pas que pour nous, investisseurs, ça reste un mystère. On a un écart extrêmement faible aujourd'hui entre l'Allemagne et la France. Donc 1,38 pour les taux allemands, ce qui est très très bas, et puis les taux japonais qui sont toujours très très bas à 0,6. On peut avancer. Les taux espagnols, italiens en forte baisse. Nous sommes aujourd'hui, il y a une erreur là, sur le graphique, on est à 2,7 sur les taux espagnols et 2,7, 2,8 sur les taux italiens. Donc on a une forte baisse. C'est impressionnant d'ailleurs à quel point c'est redescendu vite en fait. C'est monté très haut. Même les taux portugais ont baissé. Donc ça, c'est, je dirais, la bonne nouvelle en Europe, c'est qu'on a une convergence des taux. Après la crise de 2011, on a eu ces écarts extraordinairement élevés. On a une convergence des taux, tout simplement parce que l'Espagne et l'Italie ont fait des réformes structurelles, ont commencé à maîtriser leur déficit. C'est beaucoup plus vrai pour l'Italie que l'Espagne. L'Espagne a toujours un déficit public relativement élevé, mais l'Espagne a l'avantage d'avoir une croissance économique un peu plus dynamique. C'est assez surprenant avec la crise immobilière qu'on a eue, on a une croissance économique un peu plus. Et puis il y a l'effet Draghi aussi qui est arrivé et qui a dit qu'il allait sauver l'euro quoi qu'il en coûte. Voilà, tout à fait. Alors, même s'il n'a rien fait, mais rien que les paroles de Draghi ont suffi effectivement à ce que les investisseurs reprennent confiance. C'était vraiment quelque chose de fort effectivement sur les marchés depuis 2 ans. Alors, depuis la semaine dernière... Oui, alors les Grecs, vous voyez, c'était juste pour mettre ce graphique parce qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner sur les taux grecs. Et personne n'a osé, je pense que peu de gens ont osé acheter ces emprunts d'État, mais vous voyez, on est passé de plus de 40% à moins de 7% aujourd'hui sur les 10 ans grecs. Alors, l'échange. Alors sur l'échange, on est sur des bornes assez étroites, entre 1,30 et 1,40 sur l'euro-dollar. Malgré tout, le problème de l'euro, c'est que l'euro reste trop cher. Ici, vous avez ce qu'on appelle le taux de change effectif, c'est-à-dire le taux de change de l'euro par rapport à ses partenaires commerciaux.
Et vous voyez que le taux de change de l'euro reste trop élevé aujourd'hui et reste un handicap pour les exportations de la zone euro vers l'international. Donc on garde ça en tête, j'imagine que ça aura une influence sur vos choix futurs. Tout à fait, mais c'est vrai que les parités de change sont très importantes dans la construction d'un portefeuille, mais en même temps, c'est là où les anticipations sont très complexes. Il y a une slide un peu plus loin qui vous expliqueront le pour et le contre entre l'évolution du dollar et de l'euro. D'accord. Alors, c'est quoi ça? Ici, nous on regarde beaucoup les indicateurs avancés. En Europe, ça s'appelle les PMI. Et ces indicateurs avancés nous donnent un petit peu le rythme de l'activité à venir dans les zones en question. Donc ici, vous avez au niveau mondial, aux US, vous avez un PMI, ce qu'on appelle les ISM aux États-Unis, mais c'est l'équivalent des PMI, donc qui sont plutôt à la hausse. L'indice des directeurs d'achat. Voilà, tout à fait. Et après le creux du premier trimestre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Chine est en dessous. Là, c'est un peu contre-intuitif. On se dit que la Chine est très en forme, mais non, moins que les Américains. Voilà, tout à fait. La déception ces derniers temps, depuis quasiment, je dirais, le deuxième semestre 2013, c'est bien les pays émergents et en particulier la Chine. Donc, on a les États-Unis après l'hiver rigoureux qui sont en train de repartir. L'Europe qui était bien partie, mais qui a tendance depuis le mois avril-mai de nouveau un peu à s'essouffler. La France qui est en dessous d'ailleurs. Hein. Et la France est un cas particulier, on le verra un peu plus loin. Et la Chine et globalement les pays émergents qui déçoivent quand même au niveau de la croissance mondiale. Alors on va le voir un peu plus loin. Donc au niveau des États-Unis, je passe rapidement. L'emploi, ça se passe plutôt bien. On est à un rythme de 200 000 créations nettes d'emplois par mois. Donc c'est pas un vrai sujet aujourd'hui. Le chômage baisse. Par contre, il faut retenir une chose aux États-Unis, c'est que vous avez environ 1,5 million d'Américains qui ne pointent pas, entre guillemets, au chômage. Donc c'est une réserve de main-d'œuvre qui va un petit peu perturber les chiffres de l'emploi, probablement à un moment donné, quand il y aura véritablement une accélération de l'activité. On dit pourquoi ils ne pointent pas? Ils ne pointent pas parce que tout simplement ils sont découragés. Hein. Ils étaient découragés par le marché de l'emploi et progressivement, comme le marché s'améliore, ils vont probablement revenir. Et donc ça va un peu atténuer la baisse du chômage à un moment donné. La chose qui va moins bien en ce moment aux États-Unis, c'est l'immobilier. Pourquoi? Parce que les prix de l'immobilier sont montés très vite. D'autre part, les banques continuent à être extrêmement prudentes sur les prêts immobiliers aux États-Unis. Après la crise des subprimes, ils restent très prudentes aux États-Unis. Et globalement, les ménages ont perdu en termes de capacité d'achat. Donc la hausse des prix a été extrêmement rapide, moins de possibilités d'emprunter. Résultat, vous avez des promesses de vente. On surveille les promesses de vente. Voilà, un petit peu plus loin. Voilà, ça c'est les promesses de vente. On voit la baisse des promesses de vente, donc il y a moins de ventes sur le marché. Alors on pourrait croire que c'est très inquiétant, ça ne l'est pas, parce que les niveaux de stock restent toujours très bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix ne vont pas baisser probablement, les stocks restent bas, donc il n'y a pas aujourd'hui un potentiel de forte baisse des prix. Si les stocks étaient très élevés, on aurait je dirais une conclusion différente. Donc c'est assez rassurant, mais c'est vrai qu'il faudrait que les banques commencent à revenir sur le marché et commencent à reprêter de l'argent. Chaguir, comment est-ce qu'on explique qu'une économie qui redémarre comme celle des États-Unis ait des prix immobiliers qui restent à la cave, alors qu'en Europe c'est tout le contraire, on a des prix immobiliers à Paris très élevé, alors qu'on a une économie plutôt flat? Alors, il y a beaucoup de... En Europe, donc, il y a différentes zones. Hein. Au Royaume-Uni, les prix ont fortement monté depuis un an. On est vraiment à un pic extrême. En Espagne, nous savons que les prix de l'immobilier restent toujours très bas. Il y a des stocks encore très très importants. En France, particularité, pénurie, en particulier dans l'Île-de-France et Paris, donc les prix restent toujours très élevés. Donc nous avons des situations très différentes. Regardez au cas par cas. Voilà, au cas par cas, c'est pas du tout les mêmes situations. Mais globalement, ce qu'il faut retenir sur l'immobilier, c'est que le financement de l'immobilier se fait beaucoup moins bien qu'avant la crise de 2008-2009, y compris aux États-Unis. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Le financement de l'immobilier est, je dirais, entre guillemets, en panne actuellement. Oui, parce qu'on a été échaudé par les subprimes quand même aux États-Unis. Tout à fait. Et donc les banques restent extrêmement prudentes et de plus en plus prudentes. Ok, on enchaîne. Alors ça, c'est un graphique clé, un peu compliqué, mais c'est l'élément le plus important. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez des taux à 10 ans qui sont à 2,50.
vous avez une inflation qui est autour de 1,7, 1,8, 1,6, 1,8. Normalement, si vous voulez, quand vous regardez ici, les taux d'intérêt réels doivent être environ à 2%. C'est la moyenne historique que nous avons eue. Aujourd'hui, on est aux alentours de 1%. Parce que les taux nominaux sont à 2,5 et vous avez une inflation à 1,5 environ. Donc vous avez 1% de taux d'intérêt réel. Il faut que les taux d'intérêt réels montent à 2%. Mais si les taux d'intérêt réels montent à 2% avec une inflation à 2%, il faut que les taux à 10 ans remontent à 4%. Donc vous avez devant vous un choc important pour les marchés financiers, à savoir une remontée probable, le calendrier je ne le connais pas, mais probable, de remontée des taux d'intérêt aux États-Unis, je dirais d'ici 12-18 mois, à un niveau de l'ordre de 3,5 à 4%. Avec une grosse inquiétude, le krach obligataire, il y en a déjà eu dans l'histoire américaine, et c'est ça tout le doigté que ça requiert vis-à-vis de la Fed notamment. Voilà, donc cette remontée des taux va impacter l'ensemble des marchés financiers mondiaux, et normalement toutes les classes d'actifs seront touchées à ce moment-là. Il faut espérer que l'Europe et le Japon, à mon avis, seront un petit peu moins touchés parce que la Banque centrale européenne sera extrêmement vigilante parce que la hausse des taux américains n'impacte pas les taux européens. Mais globalement, nous savons que le monde entier va vivre une remontée des taux le jour où les taux américains vont remonter. Et c'est ce qui est un peu compliqué dans notre gestion aujourd'hui, c'est qu'on est en phase de reprise économique. Donc on a envie d'aller sur les actions, on a envie d'acheter des actifs risqués. Mais nous savons tous que cette remontée des taux, c'est un impact négatif sur les marchés financiers en général. Et ça a déjà commencé avec la réduction du quantitative easing américain, le fait qu'ils réduisent un petit peu la dose. Tout à fait. Alors, ce qu'on appelle en anglais le tapering, c'est-à-dire le rachat d'actifs, est déjà engagé. En septembre-octobre prochain, la Fed ne rachètera plus de dettes aux États-Unis. Et à partir de septembre-octobre, on peut imaginer que la Fed va nous donner un calendrier de remontée des taux directeurs, c'est-à-dire les taux courts. Ce calendrier, on ne le connaît pas, mais ça aussi, c'est du court terme. Je parle d'octobre 2014. Et quand on regarde sur les marchés en anticipation un peu comment voient les investisseurs sur les taux courts aux États-Unis, on voit qu'actuellement, nous sommes à 0,10. Les investisseurs projettent aujourd'hui un taux de 0,50 en octobre 2015, c'est-à-dire dans 12 mois. Donc on voit là la remontée des taux potentiels qu'il y a sur les marchés. Et c'est tout cela qui fait que, je dirais, il faut être extrêmement vigilant aujourd'hui dans la construction des portefeuilles. Alors on revient chez nous. Voilà, zone euro, donc toujours pareil, les PMI. Regardez la France, le seul pays de la zone euro qui est en dessous de 50, c'est-à-dire qu'il n'est pas en croissance. La France est le seul pays qui n'est pas en croissance. Vous savez, on a eu le chiffre du PIB au premier trimestre en France qui est sorti à 0. Alors les uns étaient contents, les autres disaient bon, ça ira mieux le trimestre prochain. Ben, je peux vous assurer que le trimestre prochain, malheureusement, ça n'ira pas mieux parce que ce chiffre de 0% est sorti avec un élément de restockage de 0,6 points. Ça veut dire que si les entreprises n'avaient pas stocké, on aurait sorti moins 0,6 en France, même pas 0. Donc pour vous montrer à quel point le deuxième trimestre va être très délicat en France. Je doute qu'il soit très très bon parce qu'il faudra que les entreprises écoulent les stocks avant de pouvoir reacheter de nouveau. Et une panne de consommation, une panne d'investissement des entreprises. Voilà, donc c'est vraiment l'élément le plus fragile. Mais dans la zone euro, globalement, ça va mieux. C'est ça qui est important et c'est ce que regardent les investisseurs internationaux. Alors, le chômage, malheureusement, a un pic, commence à baisser un petit peu avec les pics. C'est surtout en Espagne qu'on a un infléchissement. Et puis, ce qui inquiète la BCE, ce sont les prix. Donc, on a une chute des prix à la consommation, les prix à la production également, mais ça date déjà d'un peu plus longtemps. Mais les prix à la consommation sont tombés aujourd'hui à 0,6, 0,7 en glissement 12 mois. C'est ce qui a expliqué l'intervention de la BCE le 5 juin dernier. Moi, j'avais un ancien rédacteur en chef qui disait, qui était de culture anglo-saxonne, était australien. Il disait quand il n'y a pas d'inflation, ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance. C'est comme c'est l'anémie finalement du système économique. C'est comme dans la pression sanguine. Si vous n'avez pas de sang qui coule dans les veines, vous n'avez pas de tension. C'est ça, c'est inquiétant en cela aussi. Oui. Alors il y a deux éléments. C'est vrai que les interprétations sont un peu compliquées. Je m'explique.
Aujourd'hui, la baisse de l'inflation, elle est surtout due à la baisse des prix des matières premières. Donc ça, c'est une baisse de l'inflation qui est bénéfique aux consommateurs que nous sommes parce qu'on gagne en pouvoir d'achat, ce qu'on ne gagne plus en termes de hausse de salaire. Donc elle est bénéfique aux pays développés aujourd'hui. Par contre, quand vous avez un niveau d'inflation très très bas pendant très longtemps, les investissements ne se font pas parce qu'on reporte, les consommateurs éventuellement reportent leurs achats et donc peuvent avoir des conséquences négatives sur la croissance et donc sur l'emploi. Et c'est pour Donc, ça c'est que ça la qui est Banque le- centrale s'est réveillée la semaine dernière. Voilà, c'est pour ça. Mais à mon avis, elle a sorti vraiment beaucoup de mesures. Ça a été accueilli très positivement par les marchés. Mais pour ma part, je pense elle aurait dû sortir, elle aurait dû intervenir beaucoup plus tôt. Et il n'est pas certain qu'on ait des effets positifs de toutes ces mesures sur l'économie européenne. Parce que les pressions déflationnistes sont quand même très fortes aujourd'hui. Alors on enchaîne. Alors, ça, c'est important. C'est ce qui nous différencie des États-Unis. Le financement de l'économie dans la zone euro passe essentiellement par les banques, très peu par les marchés financiers. Et en bas, on voit qu'il y a beaucoup d'émissions obligataires, mais il y a peu de prêts bancaires. Donc, le problème de la BCE, il est différent de celui de la Fed. La Fed, elle pouvait agir sur l'économie. Elle agissait, les marchés financiers prêtaient de l'argent aux entreprises et les entreprises pouvaient investir. Dans la zone euro, le problème, c'est que ça passe par les banques. Et les banques ne sont pas en état de prêter pour des questions réglementaires, pour des questions de deleveraging, c'est-à-dire de désendettement, etc. Et tout passe par les marchés financiers. Mais la masse des prêts passant par les marchés financiers est beaucoup trop faible. Donc, quelque part, vous avez une inefficacité de la politique monétaire de la BCE. Et les Elle taux n'est pas négatifs, responsable. moins 0,1%, est-ce que ça va avoir un impact? Voilà, tout à fait. Donc la BCE a baissé son taux de dépôt à moins 0,1, c'est-à-dire qu'elle va obliger les banques à plutôt prêter que d'investir. Alors c'est bien, mais il ne faut pas oublier, il y a 3 éléments. Les ménages et les entreprises continuent à se désendetter. Ils étaient très endettés avant. Donc ils ne veulent pas trop s'endetter, il ne faut pas l'oublier. Deuxième chose, il y a quand même des incertitudes économiques. Vous vous endettez, vous investissez que si vous avez des perspectives économiques. Mais quand vous avez une croissance très très faible, vous n'avez pas tellement envie d'investir. Donc le problème, il n'est pas seulement un problème de niveau de taux, il est aussi un problème de visibilité devant nous. Et si je vous entends bien, en fait, on aurait plutôt intérêt à agir sur la réglementation, à déréguler un peu plus qu'à jouer sur les taux? Alors, je pense que c'est la dernière mesure qui peut être efficace. La BCE a parlé prochainement d'une mesure qui consistera à acheter des titres, ce qu'on appelle des ABS, des titres, si vous voulez, financer directement le crédit des PME, surtout les PME du sud de l'Europe, sur une masse relativement importante de capitaux. Et ça aura un impact positif, à mon avis, sur le financement des entreprises. Allez, on enchaîne. Alors, rapidement, c'est juste le PIB tel qu'on le voit sur l'année 2014. On passerait de moins 0,4 en 2013 à plus 0,8 en 2014. C'est les estimations. Donc en Europe, on a quand même du mieux. On a une amélioration en termes de confiance des ménages. Ça, c'est un élément positif. Et c'est dû essentiellement, encore une fois, à la baisse de l'inflation, à la baisse des prix de l'énergie en particulier. Mais on a toujours des problématiques, à savoir des déficits publics qui sont élevés, des dettes publiques qui restent toujours très, très élevées, et donc les États, entre guillemets, ne sont pas en situation d'investir ou de provoquer une relance. En tout cas, ils sont toujours en phase de désendettement. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, les PIB au premier trimestre, vous voyez, la France était à 0, l'Allemagne à 0,8, et puis un accident aux Pays-Bas, à moins 1,4. Et vous voyez, 0,4 positif en Espagne, c'est pas mal, 0,4. Et l'Italie un peu plus faible, 0,2. Et les moins 1,4, c'est dû à quoi? Je n'ai pas étudié parce que ça pèse très très peu les Pays-Bas et c'est vrai que ce n'était pas très significatif. Ok, on enchaîne. Alors là, c'était surtout pour vous montrer, ça c'est les déficits publics primaires et globaux. Donc vous voyez, quand vous regardez ici pour l'Italie, vous voyez, ils ont un déficit public de 3%, moins 3%, mais en réalité, ils ont un excédent primaire. Donc il faut faire la différence. Quand vous voyez un pays qui a un déficit public, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut regarder, hors charge d'intérêt, est-ce qu'il est en excédent ou en déficit? Et l'Italie gère bien ses finances. Ils ont un excédent primaire. Alors que la France, quand on a moins 4,3, en réalité,
On a des charges d'intérêt qui sont faibles, parce qu'on a la chance encore d'avoir des taux d'intérêt faibles sur notre dette, mais notre déficit public, il y a un déficit, on n'est pas en équilibre. Donc chaque année, on accumule encore des dettes supplémentaires. C'est-à-dire que si on n'avait plus de dettes, les Italiens gagnent de l'argent, enfin, Exactement. il faut rentrer de S'il n'y l'argent, avait plus de dettes, alors que les Français, Italiens, non. Voilà, gagneraient de l'argent, réduiraient leurs dettes, et les Français continueraient à s'enfoncer avec une dette supplémentaire. Et ça, c'est très important. C'est le minimum que demande finalement une bonne gestion, qui exige, je dirais, une bonne gestion des finances publiques. Ce qui m'inquiète à moyen et long terme, ça c'était juste pour vous montrer, c'est la divergence qu'il y a entre les deux piliers de l'Europe, hein, la France et l'Allemagne. Ça, c'est des projections de la Commission européenne, du FMI, sur les années à venir. Donc en 2017, c'est demain, hein, c'est dans 3 ans, l'Allemagne aura une dette publique inférieure à 70% et la France autour de 95%. Quand vous avez la même monnaie, et vous êtes les deux piliers de l'Europe et que vous avez des divergences aussi importantes, et croyez-moi, il y en a bien d'autres, hein, vous le savez, balance commerciale, excédent commercial pour l'Allemagne, dette publique, on l'a vu, il y a énormément de différences entre les deux pays, je dirais, principaux de l'Europe. Et ça, c'est une source d'inquiétude à moyen et long terme pour l'euro, pour l'existence même de l'euro. Alors, on va faire un petit tour au Japon rapidement. Alors le Japon, il y a eu une forte baisse du yen, vous voyez, par rapport au dollar. On est passé de 80 à 102. Avec les interventions de la banque. Voilà, avec l'intervention de la Banque centrale japonaise et la création monétaire. Ce qui est un peu étonnant ces derniers temps, c'est que les indicateurs avancés sont beaucoup plus, en retard que les consommateurs. Les consommateurs sont devenus très prudents au Japon. Et on l'expliquera un peu plus tard, alors que les indicateurs avancés sont en retard. Donc là, il y a un risque, si vous voulez, de flottement de l'économie japonaise pour un proche avenir. On peut passer à la suivante. L'élément clé au Japon, c'est la dégradation du commerce extérieur. Vous savez que depuis la fuite, depuis l'accident nucléaire de Fukushima, le Japon importe énormément de gaz et de pétrole pour son énergie, puisque aucune centrale ne fonctionne aujourd'hui. Donc, avec la baisse du yen, vous avez eu une forte augmentation des exportations, mais vous avez eu une plus forte augmentation des importations, énergétiques en particulier. Et donc, on peut passer à la slide suivante. Et donc, on a un déficit qui s'est creusé, et c'est également l'une des explications de la baisse du yen qu'on a eue depuis quelque temps. Alors, ça a été très favorable aux bourses japonaises, mais à un moment donné, on se pose des questions. Est-ce qu'il n'y aura pas une envolée encore des importations, et comment on va résoudre le problème ? Le plus embêtant à court terme, c'est qu'on a reflaté l'économie japonaise, l'inflation est repartie à 2%, mais les salaires augmentant également, mais les salaires en termes réels après inflation n'augmentent pas aussi vite. Donc vous avez potentiellement une baisse de la consommation parce que les Japonais n'arrivent pas à garder leur pouvoir d'achat compte tenu de la hausse de l'inflation. Et il y a un élément en plus, c'est que vous avez eu une augmentation de la TVA au 1er avril dernier, donc il y a probablement une genre de panne de la consommation qui est en train de se dérouler à court terme. On ne peut pas miser sur les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, eux, restent très bas parce que la Banque du Japon maintient les taux d'intérêt le plus bas possible. Vous savez que c'est le pays le plus endetté dans l'OCDE. On est à 250% de dette sur PIB. Ils ne peuvent pas se permettre à un moment d'avoir une augmentation des taux. Donc la Banque japonaise tient les taux jusqu'au maximum possible. Donc c'est pour ça que les taux restent très bas. Donc ça, c'est un petit résumé qu'on va passer rapidement. Alors pour la Chine et les pays émergents. Il y avait des signaux d'inquiétude sur la Chine. Il y a une grosse crainte dans la communauté financière, c'est que finalement cette locomotive soit un peu moins forte qu'avant. Alors, la Chine, parmi les pays émergents, déjà, il y a des grandes divergences dans les pays émergents. C'est vrai qu'on parle des pays émergents, mais chaque pays est relativement différent. La Chine reste quand même la grande locomotive et globalement, elle reste sur une trajectoire de l'ordre de 7,2 de croissance. Il y a une décélération extrêmement progressive, mais elle est quand même au rendez-vous, entre guillemets. Ce qui inquiète aujourd'hui en Chine, c'est l'immobilier. Il y a eu une flambée de l'immobilier ces dernières années. Et depuis quelque temps, le financement de l'immobilier, un peu comme partout dans le monde, se fait beaucoup moins bien. Et donc ça inquiète tout le monde parce que est-ce qu'on se dit il y a peut-être une bulle dans l'immobilier en Chine, les prix vont baisser et puis on aura la même chose que ce qu'on a eu aux États-Unis, avec les problèmes bancaires et autres, de créances, etc. Alors, il me semble qu'après avoir un peu étudié ces éléments-là, les prix de l'immobilier en Chine ont augmenté, mais les salaires ont suivi
Vous savez que là, en Chine, les salaires ont augmenté de 15 à 20% par an ces dernières années. Donc, à mon sens, ce n'est pas aussi inquiétant qu'on a envie de le dire. Je pense que ce n'est pas un élément, pour moi, de crainte à court terme. Voilà. Donc, ça reste quand même une économie relativement dynamique. Dans les pays émergents, pour résumer, je dirais la Russie, 0% de croissance. C'est une économie qui est en grande fragilité aujourd'hui. Le Brésil, une économie qui est en grande difficulté également, 2,5% de croissance, donc très faible pour un pays émergent. L'Inde qui va un petit peu mieux ces derniers temps, autour de 5% de croissance. Et puis la Chine qui est autour de 7% de croissance. Mais la Chine reste quand même le moteur des pays émergents aujourd'hui. Voilà, donc on a passé pas mal de slides. Est-ce qu'on a fini ce tour d'horizon? Un peu macro? Oui, alors... Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir avant de passer la parole à la salle? Le mieux, c'est que... Ouais, oui. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation, sur ces analyses? Est-ce que vous avez des choses à partager avec nous, des choses que vous n'avez pas comprises, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord peut-être? Monsieur. Oui, je reviens un peu en arrière. Vous avez mis en avant la situation la situation favorable de l'Italie récemment, et notamment du fait de son déficit inférieur à 3% et encore plus si on parle du déficit structurel. Mais il se trouve que, et parallèlement, vous avez dit, même en 2017, il y aura un écart important en ce qui concerne l'endettement, cette fois entre la France et l'Allemagne. Mais il se trouve que l'Italie est championne d'Europe de l'endettement. Hein. Je crois qu'elle dépasse même la Grèce à 0,5% près. Alors ça relativise. Ils peuvent se payer pas mal d'années à 3% de déficit avant qu'ils retrouvent une situation simplement moyenne. Je crois qu'il faut équilibrer un peu les rapports des forces en Europe. Est-ce qu'il faut miser sur l'Italie? Alors, il y a des points forts et des points faibles, mais globalement, l'Italie a les moyens de... L'Italie, d'abord, il y a l'industrie. Vous savez que parmi les pays européens, le problème en France, c'est qu'on n'a plus d'industrie pour exporter. Demain, on aurait un euro qui baisserait fortement. Tout le monde nous dit, c'est très bien, la France va exporter. Moi, je vous dis, la France ne va pas exporter, on n'a plus de produits à exporter, on n'a plus d'industrie. L'Italie, elle va avoir un boom des exportations si demain l'euro baisse. Donc, vous voyez, l'Italie a un tissu industriel qui est là, qui est opérationnel et qui peut exporter. Alors, pour l'endettement, vous avez parfaitement raison. On a 125-126% de dette publique sur PIB, donc c'est très élevé. Mais n'oublions pas une chose, c'est également valable pour la France. Les ménages italiens et les ménages français sont parmi les plus riches du monde. C'est ce qui fait la force aujourd'hui de la France, c'est la richesse des ménages français. Je crois savoir que c'est 10 000 milliards d'euros, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pareil en Italie. Le taux d'endettement des ménages est très faible. Contrairement aux pays anglo-saxons, les ménages italiens sont peu endettés. Ça, c'est une force également. Donc, je pense que l'Italie, on a vu le changement, c'était un problème politique. Et dès qu'on a eu le départ de Berlusconi, les choses commencent déjà à aller un peu mieux dans la bonne direction. Merci pour cette question. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions? C'est le moment. Hein. C'est l'idée d'un comité de gestion. Ça se passe comme ça, dans une société de gestion, les comités, les gens interagissent, posent leurs questions. Oui, parfois, oui. Madame. Sur l'Italie, en outre, je crois qu'il y a une différence avec la France, c'est qu'en Italie, ce sont les Italiens qui financent la dette, ce qui n'est pas du tout le cas en France. On a des spécialistes de l'Italie. Parce que vous dites que les Français sont riches et les Italiens aussi, mais la différence d'utilisation est très importante quant à l'avenir du pays. Alors, est-ce que ça fait une différence? Oui, vous avez raison. En pourcentage, c'est tout à fait exact. L'Italie, c'est grâce à l'épargne, effectivement. Mais en France aussi, on a un pourcentage relativement élevé. Vous savez, nos contrats en euros, etc., ça favorisait aussi l'achat de dettes publiques françaises. Et ça pénalise d'ailleurs peut-être le financement de l'économie. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que financer l'État, surtout quand l'État gère mal les finances publiques, c'est tout cet argent qui ne va pas là où il doit aller dans les investissements et dans les autres domaines. C'est le record même du monde du financement national de sa dette, qui relativise les 200%. C'est une île. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, on va vous passer un micro parce que c'est pour ceux qui regarderont la vidéo, qui vous entendent.
Comment voyez-vous l'impact de la politique fiscale française sur justement notre croissance? Bonne question, mais je pense qu'on a commencé à le voir, l'impact. Je pense que malheureusement, c'est pas moi qui le dis, mais tout le monde le dit, l'impôt tue l'impôt, donc les choses sont claires, c'est-à-dire que l'assiette va continuer à s'éroder. Vous avez beau augmenter les taux de prélèvement, mais l'assiette continue à s'éroder. Alors c'est les entreprises, c'est l'exil fiscal, c'est tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et malheureusement, je dirais qu'on a besoin vraiment d'un catalyseur fiscal au niveau des entreprises. Et là, je parle des PME, parce que les PME, c'est quoi? Ce sont des gens qui, souvent, ne peuvent pas faire de l'optimisation fiscale, qui sont trop petites pour y penser, et c'est trop compliqué pour eux. Ils n'ont pas des bases à l'étranger, etc. Donc, il faut avoir un catalyseur fiscal sur les PME, et croyez-moi, si on avait ce genre de choses, on aurait quelque chose de fort. Mais le problème, c'est qu'une PME, c'est un entrepreneur, donc c'est également un patrimoine privé. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas seulement baisser l'impôt sur les sociétés, il faut donner un peu de souplesse à ce patrimoine privé de l'entrepreneur. Donc il y a une confusion normalement entre l'entrepreneur et la petite PME. Voilà. Voilà. Monsieur, on va vous passer le micro. Moi, je voudrais revenir sur la Chine. Vous avez dit que finalement, la bulle immobilière, vous inquiétez pas trop parce qu'il y avait une forte hausse des salaires. Par contre, et là on revient un peu à la problématique des subprimes, il y a quand même beaucoup de doutes sur le financement, les dettes cachées, tout le shadow banking qui est encore en Chine, qui se télescope avec la lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect-là? Je ne sais pas si on a bien entendu la question. Alors, le shadow banking en Chine, est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que, en effet, au-delà de la bulle immobilière potentielle, est-ce qu'il y a un problème bancaire qui pourrait se traduire comme par une crise des subprimes également? Alors, l'État chinois est riche. Il n'a pas le même taux d'endettement. Il a les moyens et en plus, il contrôle tout le système bancaire. L'avantage aussi, c'est que c'est un pays qui assez agit fermé et dont il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas 3 parlements, il n'y a pas une chambre, il n'y a pas le Sénat, il n'y a pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça va très très vite dans les prises de décision et dans l'efficacité de la politique. Donc, d'après ce que moi, vous savez, je rencontre régulièrement des gérants qui sont sur place. J'en ai vu un là, il n'y a pas très longtemps. Et donc, il n'y a pas cette inquiétude aujourd'hui. On est sur des masses de capitaux qui sont gérables par l'État central avec les moyens qu'il dispose. Voilà, il y a une disproportion, si vous voulez, entre les moyens dont dispose l'État et ces problèmes dont vous parlez. Donc lui, en tout cas, qui est sur place, c'est un Français qui gère un fonds depuis 25 ans, qui est en Chine. Et je le vois assez régulièrement, une fois tous les trimestres à peu près. Il était assez serein, finalement, vis-à-vis de ces problèmes-là. Moi, j'ai une question aussi. Ouais. Monsieur. J'ai vu souvent, ou j'ai entendu dire que la baisse des taux de toutes les banques centrales et aussi la création de monnaie créent une bulle extrêmement spéculative et très risquée. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi finalement. Est-ce qu'on a cette crainte notamment sur le compartiment technologique, je crois, aux États-Unis aussi? Alors, les banques centrales baissent les taux pour relancer l'économie réelle. Quand on baisse les taux, on veut essayer de favoriser les investissements et la consommation. C'est ça leur objectif, c'est de relancer l'économie réelle. Mais comme pour les médicaments, il y a des effets secondaires. Ces effets secondaires, ce n'est pas de leur faute, mais ça existe. Effectivement, quand l'argent ne rapporte plus rien, quand l'argent ne coûte plus rien, vous avez des grandes institutions, des fonds d'investissement qu'on peut appeler des fonds spéculatifs ou pas, vont aller sur différentes classes d'actifs pour à tout prix gagner de l'argent. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on crée des bulles. Donc effectivement, les bulles, ça existe quand les fondamentaux ne sont pas en rapport par rapport à la valorisation des actifs que vous avez achetés. Donc à nous, gérants, de faire attention à ça, parce que c'est un piège aujourd'hui. C'est un piège que nous tendent les banques centrales en réalité. Donc à nous d'être lucides et d'être très sélectifs justement par rapport à cela. D'autres questions? Monsieur? J'en avais une concernant un petit peu votre pays d'origine. Qu'est-ce que vous pensez du résultat des élections en Inde et des réformes qui peuvent en découler? Il est très très bien vu, ce nouveau président, parce qu'on a vu déjà des
des réformes. L'idée, c'est que l'Inde reste un pays très fermé, contrairement à d'autres pays émergents, et en particulier à la Chine. Et donc là, vous avez une possibilité, je dirais, d'ouverture. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, alors espérons que ça va être fait, et d'investissement surtout dans les infrastructures. Donc c'est en tout cas très bien vu par les marchés. Vous avez vu la bourse indienne qui est repartie très franchement, et puis surtout la roupie indienne est remontée également depuis quelque temps. Mais l'Inde reste quand même un pays fragile, très fragile, toujours ces problèmes de déficit, de balance courante. C'est-à-dire ce sont toujours des pays qui importent plus de choses qu'ils exportent, quoi, hein. Alors que la Chine, vous savez, ils ont très très bien travaillé depuis très très longtemps. Juste pour vous donner un peu l'histoire du yuan, de la monnaie chinoise, entre 1982 et 1994, la monnaie chinoise a dévalué de 80% par rapport au dollar. Très intelligemment, ils ont fait dévaluer la monnaie de 80%. À partir de là, en 2001, ils rentrent dans l'OMC avec une monnaie extrêmement dévaluée par rapport au monde entier. Ils préemptent le marché mondial de l'industrie, c'est ce qui a provoqué la désindustrialisation massive dans les pays développés et aux États-Unis, en Europe. Et aujourd'hui, ils ont des excédents, ils ont des réserves de change, ils ont la croissance économique. Donc vous voyez, les Chinois, ça a été vraiment extrêmement bien travaillé à travers une seule arme, la monnaie. Donc demain, c'est vrai qu'on a devant nous toujours cette confrontation entre les États-Unis et la Chine, parce que les Américains sont bien conscients que cette sous-évaluation de la monnaie capte une grande partie de la croissance mondiale, finalement, indirectement. Alors je vais vous poser ma question, ça va nous permettre aussi d'enchaîner sur la deuxième partie. Quand on écoute votre présentation, et c'est le jeu, on se dit il n'y a aucun pari sûr, gagnant. Tout est un peu en demi-teinte, complexe, presque inquiétant, hein. Il n'y a pas de zone où on se dit oh là là, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut encore quand même s'en sortir? Alors, on n'est jamais à l'abri d'un événement, je dirais, exogène, hein. Vous savez, on est dans un marché globalisé avec le monde de la communication, de l'informatique, de l'Internet, etc. On n'est jamais à l'abri d'un événement exogène, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, les entreprises qui sortent gagnantes de cette crise vont se renforcer et vont créer de la valeur. Il y a les gagnants et les perdants. Mais ceux qui sortent gagnants aujourd'hui, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont ces entreprises qui font des OPA, qui rachètent des concurrents. Malgré le fait qu'il y ait peu de croissance au niveau mondial aujourd'hui, le problème numéro un au niveau mondial, ce n'est pas l'inflation. On le voit bien, il n'y a pas d'inflation dans le monde. Il y a beaucoup de capacités, il y a beaucoup de capacités de production partout. Le problème, il est dans le niveau de la demande. La demande partout est très faible, est trop faible. Et donc les entreprises qui ont les moyens aujourd'hui, qui ont des trésoreries pléthoriques, vous savez, on a beaucoup parlé de ces grandes entreprises américaines comme Apple ou Microsoft, pour vous donner des idées, hein, des chiffres, pardon. Je crois que Apple, c'est quelque chose comme 200 milliards à peu près de dollars, dont 120 milliards qui sont à l'étranger et qui ne peuvent pas rapatrier parce que sinon ils vont payer de l'impôt. Ces 120 milliards, il faut bien acheter des choses, il faut trouver des relais de croissance. Donc il y a des entreprises aujourd'hui qui sortent très très gagnantes de tout ce qui s'est passé depuis quelques années. Et il faut savoir investir sur ces entreprises. Donc ça veut dire que là on sort de la vision macro qui peut paraître comme ça globalement et quand on a une vision en hauteur inquiétante. Et ce que vous dites, c'est que derrière, il y a aussi des gens qui vont s'en sortir et s'en sortir très bien. Tout à fait. Alors, ça peut être des entreprises américaines, ça peut être également des entreprises européennes. Nous, en France, on a la chance d'avoir des belles entreprises européennes également, hein, mondiales, je dirais. Et donc, il faut savoir investir sur ces entreprises parce que c'est vrai que c'est eux qui sont les grands gagnants de cette période post-crise que nous avons vécue. Donc, on passe aux arbitrages, peut-être ? Oui. Alors... L'idée, c'est de voir quel changement vous opérez. Alors, on réduit un petit peu la pondération US. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'on n'a pas confiance sur le rebond de l'économie américaine, elle est sur la bonne trajectoire,
mais il me semble qu'à court terme, je dis bien à court terme, c'est-à-dire quelque part, peut-être avant l'été ou à la rentrée, on aura des mouvements de taux aux États-Unis qui vont amener de la volatilité sur les marchés américains. Voilà. Ils sont à un niveau record. Hein. Qui sont à un niveau record. Et donc, on avait une pondération sur les US qu'on va réduire un petit peu. Voilà. En Europe, alors. Alors, deuxième élément, on va réduire ce qu'on appelle des fonds de performance absolue. C'est des fonds que nous avions achetés parce que les marchés de taux n'étaient pas assez rentables et pour essayer de faire de la performance sans prendre trop de risques. Ces fonds ont été un petit peu perturbés par ce qu'on appelle la rotation sectorielle ces derniers temps. C'est-à-dire que c'est des fonds qui ont du mal, si vous voulez, quand il y a des périodes de fusion-acquisition, d'EPA, etc., c'est des fonds qui ont du mal à être bien positionnés pour leur position vendeuse sur certains titres. Donc elles ont été prises un petit peu dans ces rotations sectorielles et elles deviennent un petit peu plus fragiles en ce moment. Donc on enlève une partie de nos fonds de performance absolue où on réduit les pondérations. Et au profit de dette subordonnée financière, c'est quoi? Alors, dette subordonnée financière, c'est en gros, si vous voulez, dans la zone euro, les banques en tant qu'actions, les actions des banques aujourd'hui ne sont pas très intéressantes, sont un peu délicates pour plein de raisons, donc des raisons réglementaires. Vous avez entendu comme moi l'affaire de la BNP avec les États-Unis. Il n'est pas certain qu'on n'ait pas la même chose avec la Société Générale et le Crédit Agricole parce que toutes les banques sont visées. Le Crédit Suisse a été visé, même des banques américaines ont été visées. Donc il faut être très prudent sur les autres affaires qui peuvent sortir. Donc globalement, les banques, il faut être prudent aujourd'hui. En revanche, les dettes bancaires sont intéressantes parce que c'est vrai qu'elles ont cette facilité de financement aujourd'hui avec les banques centrales et elles ont surtout la possibilité de faire ce qu'on appelle de la transformation, c'est-à-dire d'emprunter à court terme et de le replacer à long terme et gagner de l'argent quasiment sans risque. Et donc les banques aujourd'hui sont en bonne position et c'est pour ça qu'on revient sur les dettes bancaires qui donnent des bons rendements et on revient sur ces dettes-là à travers un fonds que je vous donnerai un peu plus tard. Et les émergents, on n'y touche pas? Alors, les émergents, je ne touche pas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette remontée des taux américains va de nouveau impacter sur les émergents, alors que depuis 2-3 mois, elles ont été plutôt dans des configurations positives. De nouveau, il y aura des secousses sur les émergents dès que les taux américains vont remonter. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne ça. Vous avez un fonds international sur lequel on augmente la pondération, CPR croissance réactif. C'est-à-dire que la colonne de gauche, c'était avant, celle de droite, c'est après. Exactement. Donc on réduit, vous voyez, 4 points America, on passe de 5 à 0, et on le met plutôt sur l'international. Pourquoi sur l'international? Parce qu'on a envie quand même de jouer aussi la remontée du dollar. On n'a pas envie complètement de sortir, on a envie de garder une position en dollars. Et CPR Croissance Réactive, c'est un fonds international qui peut avoir des positions en dollars, mais qui n'est pas exclusivement US. Ça nous permet d'avoir une couverture en change. Donc ça, c'est le gros arbitrage de cette saison. Après, l'Europe, on reste sur les mêmes thèmes. Vous voyez qu'on a beaucoup de fonds. On a un fonds italien. Là, on a parlé d'Italie. Donc, vous voyez, on a un fonds italien qui a une performance remarquable depuis le début de l'année. On a un fonds Cogefi Prospective qui est sur les petites valeurs. Les pourcentages, hein, c'est les allocations, ce n'est pas les performances. Hein. C'est les pourcentages, c'est les pondérations. Voilà. DNCA Value, etc. Alors, ça, c'est un fonds petite valeur. DNCA Value Europe, c'est toutes les valeurs value qui profitent de cette reprise économique en Europe. Et c'est plus intéressant aujourd'hui. Donc, sur l'Europe, pas grand changement, d'ailleurs, parce que ça se passe plutôt bien. Donc, la moitié en Europe, 48%. Voilà, 48% du portefeuille, 10% sur l'international. On réduit à 6% sur les US. On passe de 11 à 6. 11 à 6. Et c'est là-dessus qu'on a un peu réduit. Je vous parlais tout à l'heure des fonds, ce qu'on appelle des fonds long short equity. Hein. Ce sont des fonds qui ont un peu souffert ces derniers temps avec cette rotation sectorielle. On passe sur BDL Rempart Europe de 9 à 5, sur Alken Absolute Return de 8 à 6. On garde Muria parce que c'est un fonds qui n'est pas exposé au marché. C'est un fonds de performance absolue qu'on appelle quasiment neutral market, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exposition au marché. Hein. Donc celui-là, il nous rassure. Et puis, on passe de 13 à 15 sur le fonds patrimonial que je gère.
qui s'appelle Épargne Patrimoine, qui est un fonds extrêmement défensif. La performance depuis le début de l'année est de 5,6%, mais c'est un fonds très défensif par rapport à l'ensemble des fonds que nous avons là. Et le fonds Axiom obligataire, c'est ce qui nous permettra de profiter des bonnes positions aujourd'hui sur les dettes subordonnées bancaires. C'est un fonds qui a déjà bien performé, mais qui, à mon sens, va continuer à bien performer parce que la BCE va être extrêmement présente au chevet des banques. Donc ce que vous retirez en flexible, équilibré, performance absolue se retrouve en flexible en flexible prudent, tout à fait. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ces arbitrages et cette allocation nouvelle? Alors, rendement moyen de l'action obligataire. Alors, je ne l'ai pas en tête, mais ce sont quand même des obligations qui sont aux alentours de 4,5, 4,5 de rendement. Donc, ce qui est aujourd'hui encore un bon rendement, parce que la plupart des rendements ont vraiment beaucoup baissé. Donc, c'est de l'obligataire d'entreprise? De banque. De banque essentiellement. Mais alors, il y a des choses un peu particulières dedans. Vous avez ce qu'on appelle parfois des perpétuels avec des calls. Il y a des choses un peu spécifiques. Mais il y a de la valeur encore dans ces domaines-là. C'est le seul domaine où il y a encore de la valeur en termes d'obligations. Est-ce que vous avez des questions? Là, c'est que de l'euro. Il n'y a pas de devise étrangère. Toute la zone euro. Et donc, on n'a pas du tout de Japon, pas du tout de Chine? Non, alors, les émergents, encore une fois, on a la chance d'avoir dans la zone euro aujourd'hui une configuration, je dirais, en relatif meilleure que les autres zones. Donc profitons-en. On a la chance aussi d'avoir la proximité de ces gérants que nous connaissons bien et qui sont des gérants remarquables. Vous les connaissez, Financière L'Échiquier, DNCA, ce sont d'excellentes maisons de gestion. En relatif, on a aujourd'hui une zone euro qui est en bonne position, donc on en profite dans notre propre marché. Monsieur. Juste un mot sur les matières premières et l'or. Oui. Alors, l'or, c'est l'alternative à la panique sur le dollar. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Si un jour vous êtes très inquiet des grandes monnaies, le franc suisse, le dollar, l'euro, la livre sterling, si vous êtes très inquiet sur ces monnaies-là, vous achetez de l'or. Et quand est-ce que vous êtes très inquiet? Soit vous pensez que c'est de la faillite. Ça peut arriver si le bilan de la Banque centrale monte. C'est le cas du yen, par exemple. Le bilan de la Banque centrale a explosé, il y a une forte baisse du yen. Ce n'est pas le cas aujourd'hui aux États-Unis, puisqu'ils parlent de fin de rachat d'actifs, etc. Et l'or monte quand vous avez de l'inflation. Il n'y a pas d'inflation et il n'y a pas cette peur sur le dollar aujourd'hui. Bien le contraire, je dirais. Bien le contraire. C'est peut-être même l'inverse. On revient un peu sur le dollar. Donc vous voyez, à court terme, l'or, c'est ces situations-là qui motivent l'achat. Il a monté pendant. Oui, alors il a monté pendant 10 ans. Oui, tout à fait. Mais alors, d'après ce qu'on a comme rumeur, c'est que les autorités américaines regardent de très près l'évolution de l'or, du prix de l'or, parce que ils savent que ce sont essentiellement les pays émergents, en tout cas la Chine, qui essayent de transformer ses réserves de change en vendant du dollar pour acheter de l'or, pour diversifier. Vous savez, ils ont environ 1200, 1300 milliards de dollars, donc ça fait quand même une belle somme, une belle masse d'argent. Et comme ils ont vu ces dernières années le dollar se déprécier, ils ont envie d'avoir quelque chose de plus solide. Mais les Américains surveillent ça de près, ce qui fait que sur les marchés financiers, ils ont empêché les spéculateurs de jouer à la hausse l'or à travers différentes interdictions sur les marchés. Donc ils surveillent ça de très près. La hausse de l'or est très mal vue par les autorités américaines. Jonathan, une question? Oui, Shagir, en fait, on a une belle performance depuis le début de l'année. Depuis le 1er janvier, on est à 6%. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les tops et les flops? Quels sont les fonds qui ont bien contribué à la performance et quels sont les fonds qui, au contraire, ont pesé sur la performance? Alors, il y a une slide. Tu peux reculer. Encore. Encore. Voilà, c'est ça. Donc ici, vous avez la contribution, c'est la colonne du milieu, la contribution de chaque fonds. Alors, il faut une bonne vue. Ah ouais. Alors, vous voyez, les fonds qui n'ont pas marché, qu'on a vendus en courant d'année, c'était Carmignac Investissement. On l'a sorti en courant d'année, ça nous a coûté 0,23% sur la performance.
Renaissance Europe nous a coûté 0,06% sur la performance. Et après, ici, il y a CPR, croissance réactive qu'on avait vendu et qu'on est revenu. Et les meilleurs fonds, vous les avez ici. Donc vous avez Échiquier Value qui nous a donné 1,14% de la performance depuis le début de l'année, de la performance du fonds. Donc ici, vous avez toutes les contributions, fonds par fonds, depuis le début de l'année. Voilà. Donc on voit que finalement, on a très peu de fonds qui sont perdants. Et si on les avait eus, on a su les vendre au bon moment. Ça, c'est important. Et bien évidemment, la contribution est dépendante de la pondération, évidemment, parce que vous voyez, un fonds comme Épargne Patrimoine, s'il a une contribution aussi importante, c'est que la pondération est très élevée. Donc ça joue aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Jonathan? Oui, cette approche est intéressante parce qu'elle montre en fait que, si je ne me trompe pas, c'est bien la partie européenne qui a le plus contribué à la bonne performance du mandat. Tout à fait. C'est tout à fait exact. Et je dirais qu'on n'a pas été pris dans le mouvement des émergents au premier trimestre, parce que le mouvement des émergents à fin février, mi-mars, il était quand même très très brutal. Donc là, il y avait un vrai piège. Depuis, ça s'est redressé, mais il y avait quand même un piège sur les émergents en début d'année. Est-ce que vous avez des remarques, des questions encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Après, vous pourrez parler en direct les uns avec les autres, mais si vous avez des choses à partager avec nous tous, c'est l'occasion. Alors, attendez, on va vous donner un micro, monsieur, parce que ça permet d'entendre. Oui, je voudrais savoir comment vous permettez les fonds que vous avez vendus à perte par rapport au portefeuille des clients qui sont chez vous. Donc, on a vendu en courant d'année Carmignac Investissement, il y a quelque temps. Quand on l'a vendu, effectivement, on a dégagé une perte donc de 0,23% sur le portefeuille. Et on a réinvesti, je ne me souviens plus sur quel support, mais on avait réinvesti le montant de ce produit sur un autre support. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et le but, c'est que l'autre support reprenne l'ascenseur dans l'autre sens. Voilà. Monsieur, on va prendre une dernière question et après, ce sera au tour d'un verre que vous pourrez poser les autres. Oui, Carmignac, justement, puisque vous en parlez, là, je me souviens, il y a 5 ou 6 ans, c'était le fonds à la mode. Là, comment expliquer Alors, j'ai pas bien suivi entre 5-6 ans et puis maintenant, mais je trouve qu'il y a 5-6 ans, j'avais suivi. Alors, est-ce qu'il a perdu la main? Alors, vous savez qu'entre gérants, on n'aime pas se critiquer. Donc, ce métier nous apprend à être très humble, parce que c'est un métier qui est compliqué et c'est pas parce qu'on rate une année qu'on doit être sanctionné. Cela dit, je pense que chez Carmignac, si vous voulez, dans la construction du portefeuille depuis pas mal d'années, ils avaient des actions et ils avaient des emprunts d'État. Quand les actions baissaient, les emprunts d'État se valorisaient. Donc les portefeuilles baissaient très peu. Ce qui était normal, parce que quand les actions baissaient, les taux d'intérêt baissaient, tout le monde se réfugiait sur les emprunts d'État américains et il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, on n'a plus cette décorrélation, si vous voulez. On a une corrélation positive, entre guillemets. C'est-à-dire que quand les actions américaines baissent, les emprunts d'État américains baissent. Ils ne montent pas. Les gens ne se réfugient pas sur les emprunts d'État américains parce que justement, la cause de la baisse, c'est la remontée des taux américains. Donc ça a énormément perturbé leur gestion. Et la gestion de tout le monde, de tous les gérants, y compris de moi-même. Donc on est obligé aujourd'hui d'utiliser le cash comme complément dans les portefeuilles. Parfois c'est important. Ou de se réfugier sur d'autres choses qui ne sont pas des obligations d'État. Mais il faut changer de méthodologie. Et je pense que Carmignac, si vous voulez, n'arrive pas à véritablement trouver la bonne parade, je dirais, à cette nouvelle problématique dans la gestion. Et le deuxième point, depuis le début de l'année, bon, comme tout le monde, on avait tous mal anticipé l'évolution du dollar. L'euro n'a pas cessé de monter tout le long de l'année 2013 et jusqu'à encore fin avril. Donc là, on a tous
mal anticipé l'évolution du dollar. On pensait que le dollar allait s'apprécier. Et le dernier point, c'est que Carmignac a pas mal investi sur le Japon et depuis le début de l'année, ça a été plutôt perdant. C'est toujours dangereux le Japon. Bon voilà, on va en rester là. Je pense que Vincent voulait présenter ses conseillers pour finir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ceux qui font le boulot au quotidien. Voilà. Et puis Vincent, je vais peut-être te redonner le micro pour un mot de conclusion. Voilà. Donc oui, merci. En fait, on voulait vous présenter l'ensemble de l'équipe qui est pratiquement réunie au complet ce soir ici à Paris, y compris des conseillers qui sont situés dans toute la France, à Marseille, en Bretagne et à Lyon. On vous invite à participer au cocktail qui suit à l'étage du dessus, à gauche en sortant de l'escalier. Et ce sera l'occasion de discuter avec Shagir, avec Jonathan, Thomas, tous les conseillers qui sont là. Avec grand plaisir, on est à votre disposition. Voilà, merci beaucoup. Bon, merci pour votre attention.